Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici dans cette salle Évolution. Vous n'êtes pas obligé de rester au fond, vous pouvez vous rapprocher si vous le voulez pour profiter pleinement des témoignages qui vous seront proposés pendant cette heure et quart, cette table ronde, avec des bénéficiaires, des personnes qui ont pu bénéficier de l'aide, du soutien de Transition Pro Île-de-France pour entamer une évolution, une reconversion professionnelle. Ce qu'on va faire ensemble, c'est vous raconter des histoires, vous raconter leur histoire, et qui de mieux qu'eux-mêmes, les mieux placés pour la raconter, cette histoire. Je vais donc appeler sur scène. On peut encore la laisser la porte ouverte un peu, Sandrine, le temps qu'il y ait peut-être des retardataires qui nous rejoignent. Et peut-être qu'en nous entendant, ça va donner envie, entre guillemets, de venir nous rejoindre pour entendre ces témoignages. Je vais donc demander à nos 3 témoins du jour de me rejoindre sur scène. Aurélie Tellier, on commence par les femmes, bien sûr. Aurélie qui nous rejoint, qu'on peut applaudir, voilà. Exactement. Jimmy Coquillas qui nous rejoint. Et Gauthier Rameau. Et qui vont s'installer, tous les 3. Bonjour à tous les 3, vous avez votre petit micro. Quelle est ta couleur préférée, Aurélie? Le bleu. Alors tu prends celui-là, vas-y, prends le bleu. Quelle est ta couleur préférée entre rouge et vert, Jimmy? Alors le vert et le rouge pour Gauthier. Bonjour à tous les 3, merci d'être là. On est vraiment très heureux de vous avoir avec nous. Et on tenait absolument, dans ces 2 journées de Génération Reconversion, d'avoir des témoignages de personnes, de partager ces témoignages de personnes qui, justement, ont décidé d'entamer une reconversion et qui ont été aidées pour ce faire. Et ce chemin de vie, ils vont vous le raconter. Et on espère que ça va vous donner envie, vous, toutes et tous, qui est peut-être encore au début du cheminement, l'envie d'entamer ce processus dans votre vie. Aurélie, on va commencer avec toi. Tu vas déjà te présenter à nous. Tu viens d'où? Tu as quel âge? Alors, je suis Aurélie, j'ai 37 ans. Actuellement, je suis technicienne informatique. Et auparavant, j'étais chargée de clientèle dans le tourisme, en fait. Ça, c'est ce qu'on a vu sur ta fiche de présentation, effectivement. Il y a ce point de départ, ce point d'arrivée. Ça a été un chemin que tu vas nous raconter. Avant donc d'en arriver là au point B, tu as été pendant combien d'années chargée de clientèle? Dans quel domaine exactement? Dis-nous tout. J'ai travaillé 6 ans comme chargée de clientèle. Donc, grosso modo, mon travail, ça consistait à traiter les réclamations des clients par mail, téléphone, courrier. Chez qui? Chez Center Parcs Pierre & Vacances. D'accord. Donc, tu avais un job de bureau. Oui. Comment tu t'étais retrouvée à faire ce travail? C'est après mon diplôme de BTS d'assistant de direction. J'ai postulé à différentes entreprises dans l'administratif. Et au final, d'un CDD de 2 mois, ça a été un CDD de 6 mois. Et par la suite, j'ai été en CDI. D'accord. Donc, tu as travaillé 6 ans dans ce domaine. Oui. Comment ça se passait dans ton quotidien? Il y avait beaucoup de pression, peu d'inventivité, peu de créativité. Tout était procéduré de A à Z. Aussi bien les réponses des clients à apporter aux clients que le montant des dédommagements. Il n'y avait pas de... Moi, je me sentais personnellement prisonnière. C'était métro, boulot, dodo. Et ça ne me convenait plus du tout à force. Et j'avais besoin, en fait, je suis quelqu'un de créatif de base. Et j'avais besoin en fait d'un métier qui ne soit pas ennuyant, qui me force à réfléchir constamment, à apprendre de nouvelles choses. Et chargé de clientèle, pour moi en tout cas, ça ne me convenait plus. Et tu t'étais retrouvée en tant que chargé de clientèle, c'était pas un vrai choix, c'était quelque chose de subi, c'était genre l'opportunité, l'occasion qui fait le larron. Voilà, tout à fait. C'était un job alimentaire, tout simplement. Et encore, enfin voilà, je n'avais pas vraiment d'évolution derrière. D'accord, donc tu t'ennuyais dans ton travail. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment, un instant, un élément qui a servi de déclic pour cette prise de conscience de « je m'ennuie dans mon boulot » ? Le fait est déjà de m'ennuyer, c'était déjà quelque chose qui persistait dans le temps et qui m'a apporté après une baisse de morale, des problèmes de santé. Et puis je me suis remise en question pendant plusieurs mois. Et un jour, mon père m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas de l'informatique, vu que tu dépannes déjà l'ordinateur à la maison ?» Ah, j'ai dit pourquoi pas, on va essayer, on verra bien, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, par curiosité, en fait, j'ai été à différentes portes ouvertes de centres de formation d'informatique. Et c'est là qu'on m'a dit
Ah mais en fait non, vous ne pouvez pas faire une formation de technicienne informatique, vaut mieux que vous fassiez une formation d'administrateur système et réseau, parce qu'en fait vos compétences actuelles dépassent celles d'un technicien. Ah bon, bah, on va essayer. Je lui dis mais j'y connais rien moi en informatique en entreprise. Oui mais c'est pas grave, vous êtes là pour apprendre. D'accord. C'était quand ça? C'était je crois en 2013. D'accord. Donc là, à ce moment-là, tu es en poste, tu fais ton travail de chargé de clientèle, Oui. et on te suggère cette piste de l'informatique. Mais toi, perso, tu étais déjà une geek, entre guillemets, Oui. Oui. C'était quelque chose que tu avais en toi, c'était quelque chose que tu aimais déjà, et tu t'étais jamais posé la question de « je pourrais travailler dans ce domaine ». Oui, voilà, tout à fait. En fait, à l'époque, à mon domicile, mon père avait un ordinateur et ça coûtait très cher à l'époque. Et mon père m'avait dit, bon, bah, je vous paye un ordinateur, à mon frère et moi, mais par contre, vous vous débrouillez pour qu'il fonctionne. Moi, je n'y connais rien, c'est vous qui voyez, c'est pour vos études. D'accord. Bon. Bah, voilà, en fait, c'est la curiosité qui m'a fait que, bah, vu que c'était un PC sur Windows Millennium, c'était un système d'exploitation. Oui. Oh là là, ça se moque, ça se moque. Oui. Ça rappelle des souvenirs, Jimmy? Ah là, c'est plus des souvenirs, là, c'est la préhistoire, là. C'est la guerre. Entre les... C'était en quelle année? Ah, au moins en 2005, hein, tu peux l'avouer. Voilà. Attendez, j'ai connu Windows 95, hein, c'est bon. Oui, Ah, moi aussi. on a tous connu le démarrage de Windows. Hein. Jimmy, détendez-vous, mon cher. Attendez. Donc, ouais, Millennium 2005. Oui, entre installer une imprimante et puis au final que Windows m'installe le driver allemand, anglais, mais jamais celui en français, et qui me plante complètement le driver du CD-ROM. Bon, bah voilà, hein, c'est à moi de me débrouiller. T'étais lancé, là, t'étais dans le grand Oui, bain. et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, voilà. En 2005, si, quand même. Non, j'avais pas Internet à Ah, la vous ne maison. l'aviez pas? Ah oui, j'ai eu peur. Ça dépend les régions en fait. Voilà. C'était en 512K. Avec le modem qui fait... Voilà, D'accord, c'est ça. très bien. Ça rappelle des souvenirs. Et alors, donc, revenons sur ton chemin, là. Tu avais un peu cette casquette à la maison de celle qui va réparer, qui est la Géo trouve tout de l'informatique, mais tu t'étais pas dit, ça peut être mon boulot. Non, parce que bah, j'étais pas très ouverte à l'époque à ce genre de choses, j'y croyais pas trop et je m'étais dit dans les débuts, bah, j'ai un job, Ouais. je vais m'en contenter, quoi. D'accord. Donc, tu es passé de celle qui subit ce job qui ne te plaît plus à cette envie d'avoir quelque chose qui te convient. Et alors, donc, concrètement, comment ça s'est passé? Parce que tu l'as dit, on est obligé d'en parler, que Oui. tu as eu une passe un peu de moins bien, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire psychologiquement, ton boulot, tu le supportais plus. Voilà. Ça s'est traduit comment? Bah, Je veux dire, Des problèmes de santé, l'envie de me poser devant le bureau et de rien faire. Voir les réclamations, de me dire bon bah c'est comme d'habitude, je vais reprendre je vais lire le courrier, bon bah je vais Ouais. appliquer tel modèle de lettre. tu étais devenu un robot. Ouais, exactement. On était en quelle année à ce moment-là? Oh, ça devait être en 2012, 2013 dans ces eaux-là. Et donc ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on veut toute l'histoire, Mhm. tout le chemin. Bah, en fait, je me suis dit bon bah si je dois faire une formation, combien ça va me coûter? Et puis bah j'ai commencé à chercher un petit peu sur Internet et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais bénéficier d'un congé individuel de formation d'1 an. Donc comme j'avais 1 an dans l'entreprise où j'étais, plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise où j'étais, banco. Donc, Tu le savais pas avant? Non, je ne le savais pas. C'est à partir du moment où j'ai eu envie de changer de voie Ouais. que là, je me suis dit, bon, bah, faut que je me donne les moyens de le faire. Donc, puis j'ai regardé un peu les aides que proposait l'État et c'est là que j'ai découvert l'existence du fonds GESIF. À l'époque, Ouais. c'était comme ça. Maintenant, c'est Transition Pro. Voilà. Qu'on sache bien que c'est le cheminement, hein. C'est juste Voilà. le nom qui change. Hein. Et j'ai commencé à me renseigner moi-même sur les démarches, les papiers à apporter, la lettre de motivation à faire aussi. À l'époque, il y avait une réunion obligatoire sur site pour en fait connaître les démarches et évaluer en fait le degré de motivation, voir si dans ce que je me lançais c'était viable ou pas. Donc bon, l'informatique, j'ai vu que oui, il y avait plein de débouchés, c'était très recherché, ça l'est toujours. Donc j'ai assisté à cette réunion
Et bon, ça m'a motivé encore plus pour faire les démarches pour monter mon dossier au FONGICIF à l'époque. Ça a été compliqué, ça a été simple, comment tu l'as perçu? Le dossier en lui-même, non, ça a été simple. La petite difficulté, ça a été de faire la lettre de motivation. À l'époque, c'était manuscrit et j'avais fait 6 pages. Mais je voulais vraiment montrer ma motivation et que ça ne soit pas refusé. Ouais, c'est pas plus mal de faire une lettre de motivation manuscrite, hein, pour le coup, avec le recul maintenant. Hein. Si vous pouvez éviter de faire de l'informatique là-dessus, c'est vous qui parlez, c'est vous qui écrivez, vous incarnez votre motivation. C'est un petit conseil entre parenthèses comme ça. Donc voilà, j'ai aussi envoyé un recommandé à mon employeur en lui disant que je voulais faire ce congé individuel de formation. Comment il l'a pris? Je n'en sais rien du tout. J'ai envoyé un recommandé, j'ai eu zéro réponse. Il avait un mois pour répondre. Et puis le dernier jour, j'ai été voir mon manager et puis son manager au-dessus. Et je lui ai dit, bah écoute, c'est le dernier jour, tu me dis si tu es OK ou pas pour que je fasse ma formation, mais sinon, voilà, tu n'as plus rien à dire. Ah oui, non, il n'y a pas de souci. D'accord. Très bien. Ça confirmait l'idée que partir était une bonne idée peut-être. Oui, oui, oui. Hein? Et donc ensuite, alors concrètement? Alors j'ai commencé la rentrée directement dans l'école, donc c'était je crois en cours en septembre. Donc j'avais des cours, c'était vraiment comme à l'école, j'avais des cours sur site avec une salle remplie d'ordinateurs, on avait des exercices, des explications. Donc et on avait du contrôle continu, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque module, on était noté, on avait soit un QCM. Et sinon, on avait, le plus intéressant, on avait soit des exercices pratiques qui étaient notés aussi, ou alors des exercices, des contrôles écrits, où ça demandait de justifier un peu ses réponses, quoi. La formation a duré combien de temps? 1 an, et j'avais 2 mois et demi de stage, en fait. Donc, j'ai dû trouver une entreprise. Pour 2 mois et demi de stage, c'était très compliqué, parce que les entreprises, elles ont besoin d'un stagiaire qui reste plus longtemps dans l'entreprise. Donc, si je peux donner un conseil d'ailleurs, c'est vaut mieux faire la formation en alternance. Voilà. Et bon, à la fin de mon stage, en fait, j'ai créé un mémoire écrit que j'ai présenté à un jury à l'oral, ainsi qu'une présentation sous un diaporama à l'oral, pour pouvoir valider en fait ma certification. Et ensuite, tu as travaillé tout de suite. Comment ça s'est passé? Alors, je suis retournée dans mon entreprise à Center Parcs pendant 2 semaines. Mais c'était juste le temps de faire la transition. En 2 semaines de temps, j'ai trouvé en fait une entreprise qui acceptait de me prendre en informatique. Donc, ça a été très, très rapide. Donc, voilà. Et alors, maintenant, ça fait combien d'années maintenant que tu travailles? Ça fait d'affaires depuis 2014, je pense, ouais. D'accord. Au fond de toi, zéro regret? Non, zéro regret. Franchement, si vous pouvez le faire, vous le faites parce que c'est vraiment de la liberté. Et moi, je me sens déjà plus ouvert dans l'entreprise où je suis. En plus, ça reste une petite entreprise en soi, mais j'ai vraiment accès à tout. Tu bosses pour qui? Tu peux le dire, hein? Oui, je bosse pour De Honghe Estimat. Donc, c'est une société qui produit des glaces de clim, des liquides AdBlue, des dispositifs de détection de fuite de gaz. Voilà. Moi, je travaille en interne dans cette entreprise-là. Et alors, parce que technicien informatique, c'est quand même assez large comme terme, comme fonction. Ton job consiste en quoi exactement? Actuellement, en fait, je dépanne les utilisateurs aussi bien à distance que sur site. Je me déplace aussi sur site en fait, pour faire des renouvellements de postes, donc les installer dans les bureaux, configurer, faire des transferts de données. Je fais aussi également de l'administration serveur, donc tout ce qui est du dépannage, on va dire niveau 1, redémarrage de services applicatifs. Et je m'occupe également d'ouvrir tout ce qui est accès, droit, et également de les fermer si j'en ai envie. Ouais. Voilà. Et j'ai cette liberté en fait d'action, et comme l'entreprise où je suis évolue constamment, met en place de nouveaux outils. Mes outils en fait de travail, c'est jamais la même chose. Il y a des nouveaux bugs qui apparaissent et c'est à moi de me creuser la tête pour savoir comment je peux dépatouiller tout ça ou trouver une solution de contournement. Mais en soi, ça me permet de réfléchir et
c'est pas ennuyant, quoi. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais ça nécessite en fait une réflexion de ma part. Et j'ai beaucoup moins de pression par rapport à mon job d'avant où, bon, bah voilà, quoi. Et je ne suis pas quantifiée par les chiffres au niveau du taux de traitement de mes. Oui. De Tu n'es mon pas travail. challengé de la même façon. Voilà, tout à fait. Et Aurélie, toi, avec le recul, parce que donc ton évolution, ta reconversion professionnelle, elle existe, elle s'est déroulée il y a plusieurs années. Tu as donc du recul. Est-ce que tu penses sincèrement que ça aurait été possible toute seule, Toute seule. Ah oui, en autodidacte. sans accompagnement, sans avoir le FONGECIF, mais Non, ça n'aurait pas été possible. Je connais du monde qui l'a fait. Et honnêtement, c'est mieux d'avoir une certification, un diplôme. C'est plus représentatif de votre travail par rapport aux entreprises. Même si, bon, vous présentez un CV, l'entreprise voit déjà que vous êtes certifié. Tandis qu'autodidacte, sans diplôme, c'est plus compliqué. Vous démarrez sur des postes qui sont moins intéressants, je trouve. Et alors, est-ce qu'au fond de toi, tu savais que tu serais un jour technicienne informatique? Parce que tu étais la technicienne de la maison, on l'a bien compris. Hein. Oui. Mais est-ce que tu savais, au fond de toi, que ce serait ton métier? Dès le début, non. Quand j'ai arrêté, quand j'ai fini mes études, après mon BTS, pas du tout. Franchement, c'est vraiment comme ça. Je me suis dit, bon, bah, je vais prendre le risque. Hein. Je vais partir sur quelque chose que je ne connais pas. Ouais. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne. De toute façon, je risque rien. La formation, elle est payée. Je risque pas de perdre mon travail. C'est ce que je m'étais dit à l'époque. La prise en charge, c'était faite simplement. Le délai, c'était combien de temps pour toi? Je crois que j'avais fait les démarches. Entre la demande et Ouais. l'obtention du financement? La démarche, je crois que c'était en février. J'avais monté mon dossier en février-mars et après la rentrée, c'était en septembre. Donc c'est dans ces eaux-là. J'aurais pu vous dire. Il n'y avait pas eu une période de doute, de tension? Tu n'étais pas en stress par rapport à Si, ça? quand même, je me suis posé la question. Je me suis dit oui, est-ce que ça va être accepté? Parce que pour moi, ce serait un renouveau. Ça me permettrait d'aller voir ailleurs, d'être mieux en fait dans ma vie de tous les jours. Parce que bon, mine de rien, on passe la plupart de son temps au travail et bon, c'est mieux de se sentir bien au travail plutôt que voilà, d'être mal, quoi. Tu devrais faire autre chose maintenant? Non, non. Oh. Franchement, non. C'est un non ferme. Hein. Non, non. Non, parce que bon, bah, je m'y sens bien. Après, il y a peut-être les démarches et les débouchés artistiques, mais bon, je m'étais déjà renseignée aussi il y a très longtemps à l'époque. Mais c'est-à-dire? Ah, bah, dessinatrice de bande dessinée. Mais bon, je me suis renseignée, je connais des contacts dans ce milieu-là et c'est très, très compliqué de se faire repérer. Donc, je préfère quand même trouver un métier qui stimule ma créativité, mon petit cerveau, et puis voilà, plutôt que de partir. Après, tu peux toujours faire ça en parallèle, mettre des publications sur oui, Amazon. voilà. Hein. Il y a toujours ça, mais bon, il y a quand même le travail derrière, la journée. Voilà, faut avoir le temps aussi, c'est surtout ça. Ok. Gauthier a pris la parole Y a pas de instinctivement, il a eu raison. On va passer à Gauthier, on verra un peu le chemin de vie Sois pas timide. de Jimmy. Vous pouvez, c'est intéressant justement de voir un peu comment vous percevez le chemin parcouru par chacune. Qu'est-ce que tu penses du process, du cheminement qu'a vécu Aurélie, toi, Gauthier? Très bien fait. Tu as très bien fait de changer. Jimmy. Je suis entièrement d'accord. Quand on a envie de faire quelque chose, quand on a envie de changer de vie, il ne faut pas se dire « est-ce que je peux le faire ?» Il faut le faire, il faut y aller. Ouais. Elle a foncé, elle a réussi. Et vous aussi, on va en parler ensemble. Gauthier, ton cheminement, lui, il est celui de croupier, mais pas que, j'ai envie de dire, parce que tu as fait 1000 métiers, à data scientist. On apprendra ce qu'est data scientist ensemble. Déjà, toi, Gauthier, tes études, avant même de bosser, qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier? Est-ce que tu savais déjà, adolescent, on remonte à loin?
Adolescent, bah, en fait, j'ai tout de suite commencé au lycée à faire des études d'art. Donc après, j'ai fait en communication visuelle. Donc j'ai passé 4 ans là-dedans. Enfin, encore avant ça, j'ai fait une année d'illustration. C'est pour ça que je connais. Il y a des passerelles. J'ai fait une année d'illustration. Après, j'ai fait 4 ans en communication visuelle. J'ai bossé là-dedans peut-être 1 ou 2 ans, où notamment j'ai dessiné tout ce qui était billets de banque, ce qui était assez sympa à faire. J'avais fait un remplacement de congé maternité. T'as gardé encore des... Ça va, tu as encore une bonne patte ou pas? Je saurais encore le faire, ouais. Très intéressant. Oui. Bon, après, il faut avoir le matos derrière pour le faire imprimer. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais oui, si, je saurais encore le faire, je pense. C'est drôle. Donc ça, j'avais fait un remplacement de congé maternité. C'était super sympa, mais bon, ça devait s'arrêter. Donc c'était quoi, pour Banque de France? Non, pourquoi non, en fait, il y a plusieurs entreprises qui pour font la monnaie ça non. au monde, en fait, pour faire toute la partie holographique sur les billets. D'accord. Il y a 5-6 boîtes qui font ça, et ils se partagent le marché mondial. Très bien. Tu as fait ça combien de temps? Juste le temps du congé mat, remplacement, pendant le congé maternité, ouais, j'avais fait un remplacement pendant, du coup, c'était 6 mois. On est encore loin de croupier pour le moment. Hein. Oui, mais c'est à la suite de ça. Alors, en fait, on enchaîne. À la suite de ça, en fait, c'est pas ça, c'est que j'étais en train de chercher à droite, à gauche. Ouais. Et en fait, j'avais mon compagnon de l'époque qui me dit si tu cherches à faire un truc et au moins on est sûr que ça marche, viens faire croupier avec moi. Parce que lui, en fait, il y avait eu les jeux qui avaient été fermés à un moment donné sur Paris. Ouais. Ça avait réouvert. Et en fait, au moment de la réouverture, lui, on l'avait appelé. À ce moment-là, lui, il était comptable et on l'a rappelé pour faire l'ouverture des jeux. Donc du coup, il m'a dit, bon, bah, ça, c'est un bon plan, on est sûr que ça marche. Et j'ai fait une formation directement faite par l'entreprise en 3 mois. Ouais. Et au bout de 3 mois, ils nous ont envoyés dans la cage au lion. Et donc, tu es devenu croupier? Ouais, je suis devenu croupier, ouais. J'ai fait ça pendant 4 ans et demi. D'accord. On était en quelle année? Donc, sur quelle... Je sais pas, tu comptes? Non, je sais pas, c'était quand? Ça, c'était, on va dire, il y a 5 ans, du coup. D'accord. Et tu t'épanouissais dans ce travail ou c'était, comment ça se passait? C'est funky, mais c'est pas ce que j'avais choisi, quoi. Mais c'est pas désagréable comme métier en soi. Maintenant, faut le dire, hein, c'est un travail de nuit. C'est une clientèle qui est pas toujours très chill. Donc c'est plus funky, que chill. Pour l'instant, on est sur les termes. On est sur une piste de danse. Hein, on est bien. Hein. Non, on est dans une salle de jeu pour le coup. Et donc, il y a un moment, tu t'es dit, je vais pas faire ça toute ma vie, quoi. Oui, non, c'est ça. On se dit, bon, c'est un métier, je pourrais le tenir jusqu'à 40 piges au grand max. Et après, c'est un métier qui est trop épuisant en fait pour tenir ça à la longue. Il y a eu un déclic, il y a eu un moment, quelque chose? Le Covid. Tu veux dire le confinement? Ouais, parce que pendant le confinement, je m'étais dit, bon, je vais pas rester... on savait pas combien de temps on allait rester chez soi. Donc en soi, je l'ai pas mal vécu. Mais en fait, c'est le fait d'avoir fait de la communication visuelle. Je faisais aussi tout ce qui était design d'interface, etc. Donc à un moment donné, avoir du design d'interface, avoir des beaux prototypes sur le papier, c'est cool. Ça veut dire quoi, des designs d'interface? Design d'interface, ça va être par exemple une application ou un site web où en fait on va le faire, mais ça ne fonctionne pas. C'est beau sur le papier, mais ça ne fonctionne pas. En fait, ce truc-là, c'est assez frustrant où en fait on apprend ça en communication visuelle pour faire ce design-là. Ouais. Mais en soi, on voudrait bien qu'en cliquant, ça marche. Bah oui. Et naturellement, en fait, je m'étais mis à faire de l'informatique en autodidacte, pour le coup, donc je n'avais pas de diplôme là-dedans, c'est juste je savais le faire. Comme Aurélie. Voilà. Donc du coup, j'ai fait des applications, j'en ai 2-3 sur l'App Store. Pareil, j'avais fait des sites web à l'époque. Mais juste pour le plaisir. Ouais, voilà, c'était ça, c'était juste pour le plaisir. Tu faisais partie de ceux qui disent, tiens, je vais trouver l'application qui va cartonner, le concept, je vais la mettre sur l'App Store et ça, bing, ding, ding. Ouais, c'est ça. Après, il faut charger, il faut faire du gros hacking, etc. pour charger la mule, pour faire connaître l'appli après derrière. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, ça, c'est bien. Je suis bien sur mon ordinateur. Et après, lancer un projet, il y en a d'autres qui savent faire ça. Donc, du coup, ça, ouais. Donc, je faisais des applications, etc. Et en fait, pendant le Covid, je me suis dit, je ne vais pas rester 1 an ou 2 ans, où on ne sait pas combien de temps ça va durer, à ne rien faire chez moi. Ouais. Et j'avais vu qu'il y avait moyen de faire des formations, BTS, etc. en informatique. Du coup, je me suis lancé là-dedans. Donc, je faisais mes petits cours à la maison.
Et du coup, ça m'avait bien plu. Et attends, cette formation, elle était financée Non, c'est pas ça. C'était une formation, c'était le CNAM, un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est comme ça. C'était pour bricoler, pour voir ce que ça donnait. Et j'avais eu l'occasion de faire un stage en informatique, pour le coup, au CNRS. Ouais. Et en fait, ma maître de stage m'avait dit, mais en fait, à la fin du stage, elle m'avait dit, mais en fait, si tu veux vraiment faire de l'informatique, fais pas de l'informatique de manière généraliste, fais de la data science, parce qu'il y a tout le monde qui en cherche et personne n'en trouve. Alors, qu'est-ce que c'est que la data science ? Je pense. Qui sait ce que c'est dans la salle ? La data science ? Oui, Sandrine. non, oui. Ah, Sandrine. Alors, la data, on sait ce que c'est. Ce sont toutes les données qu'on récolte, mais la science de la data, c'est quoi alors ? En gros, c'est récupérer la donnée pour pouvoir en faire quelque chose, de transformer quelque chose d'intelligible, en fait. Ça veut dire quoi, concrètement ? Un exemple concret. ChatGPT ? Alors, ChatGPT, tout le monde sait ce que c'est, ChatGPT ? L'intelligence artificielle ? Là, on est bien. En fait, c'est les GUS qu'il y a derrière, c'est des data scientists, entre autres, qui créent ce genre de programme. D'accord. Donc, ton métier, c'est quoi exactement ? Moi, je veux comprendre. C'est créer, utiliser... Ça va être récupérer de la donnée, alors qu'elle soit déjà sur les serveurs des clients, que ce soit aller chercher de la donnée open source, donc de la donnée publique. Il y en a pas mal, notamment sur tout ce qui va être les cadastres, la cartographie, etc. Donc, c'est ce qui fait aussi que... Maintenant, je travaille avec pas mal de boîtes d'immobilier, parce que justement, pour pouvoir analyser là où sont les parts de marché, tout ça, c'est ça qui les intéresse. Donc ça, en fait, moi, je vais être en capacité de récupérer la donnée, pouvoir l'analyser et pouvoir la représenter derrière. Très bien. Donc, voilà. Bon, avant d'en arriver là, la formation, le cheminement, comment ça s'est passé et comment tu as été aidé, justement ? Ça nous intéresse beaucoup. Et ben, à la fin du Covid, je suis retourné dans les jeux. Et du coup, en fait, entre collègues, on s'est tous dit, bon, alors moi, pendant le Covid, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Et puis en fait, je parlais avec une de mes collègues qui me disait, écoute, moi j'ai commencé à faire les démarches Transition Pro pour être web designer. J'ai regardé, j'ai fait de quoi elle me fait, écoute, Transition Pro, c'est simple, ils prennent tout en charge, c'est la formule exclusive. Il continue à payer ton salaire auprès de ton employeur et en plus il paye ta formation pour que tu puisses changer de job tranquillement. Puis si jamais en fait la formation que tu as fait ça te plaît pas, tu peux toujours retourner chez ton ex-employeur. Il y a pas de sujet. Donc ça tu le savais pas. C'est ça, je savais pas. Et elle me dit en fait il n'y a pas de risque à se lancer. En fait, si tu le fais, si ça marche pas, tu retournes dans ta boîte et si ça marche, tant mieux. Tu changes de job. Et c'est une donnée, je pense, qui est fondamentale, la donnée financière. Est-ce que si ton salaire n'avait pas été pris en charge durant cette formation, tu aurais pu le faire ? Je sais pas. Enfin, je pense que j'aurais continué à faire des trucs en autodidacte, mais je pense pas que je me serais lancé là-dedans. Ça a été quelque chose qui t'a rassuré, qui t'a permis de te lancer. Ah oui, non, mais clairement, je veux dire, le fait d'aller en formation, de vraiment y aller à fond pour le coup, franchement, on peut pas mieux faire que faire vraiment une formation spécialisée où les gens qui vous apprennent ce nouveau métier ont déjà cherché tous les cas de figure, contrairement à ce que je suppose qu'il y en a aussi des autodidactes où on trouve pas toujours la solution à notre question tout de suite, quoi. Entre le dépôt du dossier et son acceptation, il y a eu combien de temps ? Ça a duré 2 mois. Comment t'étais ? T'étais en confiance ? T'étais comment ? T'étais tendu ? Mon ex-boîte n'était pas trop chaud. C'est-à-dire eux, ils ne voulaient pas me laisser partir. Donc du coup, en fait, c'est ça. J'avais appelé Transition Pro. Et j'aurais dit, là, pour le coup, mon employeur ne veut pas me laisser partir. Comment je fais, en fait, pour refaire le dossier ? Parce qu'il faudra que je le refasse à un moment donné. Et là, j'aimerais remercier Peggy qui m'a dit, mais non, en fait, c'est à partir du moment où ça n'entrave pas... Qui est Peggy ? Peggy, c'est la personne de Transition Pro que j'ai eu au téléphone et qui Peggy, m'a apporté cette réponse.
et qui m'avait dit non, mais en fait, si ça ne gêne pas, enfin, si ça ne bloque pas les activités de votre ex-employeur, en fait, ils sont obligés de vous laisser partir. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais ça, c'est important, hein, parce que enfin, je veux dire, c'est un élément starter capital, quoi. D'être soulagé de ça, de débarrasser de ça, entre guillemets. Oui. Non, c'est pour ça, en fait, on y va vraiment serein. Il y a juste la formation à penser. En fait. Et donc, serein ou pas serein pendant toute la durée pendant la formation C'était génial. C'est-à-dire je me suis éclaté. Je me suis fait des potes. Enfin, je veux dire, on passait notre temps là-bas sur place. En plus, on avait eu la chance de faire ça pendant l'été. Donc, tous les midis, on mangeait tous ensemble, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça a été 6 mois de ouf, quoi. 6 mois, j'allais te demander. 6 mois de formation. Combien d'heures par semaine? Du matin au soir. Tout le temps, en full time. Ouais, full time. Très bien. Et donc, à l'issue de la formation, ça a été compliqué de trouver du boulot ou tu savais, enfin, par rapport au choix que tu avais fait, tu savais qu'il y avait des débouchés, que c'était éventuellement un secteur qui recrute. Ouais. Ça, c'est une donnée aussi fondamentale, bien sûr, dans l'idée de changer de métier. Et on l'a dit souvent, ce qui est réaliste et ce qui est réalisable, c'est fondamental. Et là, donc, la recherche d'emploi, le travail, ça s'est passé comment? Alors moi, la recherche d'emploi, pour les grosses boîtes, c'est niette, parce qu'eux cherchent vraiment des profils d'ingénieurs, etc., sortis des écoles qui ont le beau titre, etc. Ouais. Mais par contre, techniquement, en fait, il y a aussi plein de PME et plein de startups qui, pour le coup, ont les mêmes besoins, mais du coup, ne trouvent personne pour démarrer les projets. Et là, effectivement, je me retrouve en freelance, pour le coup, mais ça se passe très bien, où en fait, je vais travailler avec des gens qui sont dans le médical, qui sont dans l'immobilier. Je vais avoir des demandes un petit peu de temps en temps sur d'autres secteurs comme le tourisme. Donc vraiment plein de trucs. Et ça se passe très bien. Je pensais pas me mettre... Je pensais être tranquille dans un bureau, dans une grosse boîte, et puis regarder par la fenêtre, et puis faire tapoter sur mon petit ordi. Non, pour le coup, je cours partout. Je me fais plein de contacts, et c'est ça aussi qui est super, parce que en fait, je travaille aussi bien avec des avocats en propriété intellectuelle, avec des experts en aide et subventions, et en fait, c'est tout un écosystème qui vient se créer. Je pensais pas du tout m'embarquer là-dedans, mais au final, ça se passe super bien. Et je suis même encore plus ravi que si je bossais dans une grosse boîte où je regarderais par la fenêtre en attendant que ça se passe. Si on t'avait dit ça il y a 15 ans, 10, 15 ans, là, aujourd'hui, être data scientist, tu y aurais cru ou pas? C'est que le terme, je crois qu'il n'existait même pas encore. C'est ça, en fait. Hein. Ça fait partie des nouveaux métiers. Non, mais ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que le monde change et évolue tellement qu'il y a des métiers aujourd'hui qui n'existent pas, qui existeront dans 5 ans. Et Gauthier en est la preuve. Ouais. Non, mais en soi, en fait, il y a des choses qui, parfois, en fait, on voudrait le faire, mais ils ne sont pas nommés. C'est comme quand j'étais petit, en fait, moi, je voulais être robotier. Ça n'existait pas, ce métier, à l'époque. C'était ingénieur en électronique, je ne sais quoi. Mais en fait, c'est des métiers, en fait, qui n'avaient pas de nom. Et effectivement, si on ne trouve pas le nom du métier que l'on cherche, c'est là où est la difficulté, au final. Responsable ou chef de projet e-commerce, ça n'existait pas il y a 20 ans, ça existe maintenant. Et Jimmy en est l'incarnation. Jimmy qui va nous raconter aussi son histoire. Peut-être une réaction aussi à ce que vient de dire Gauthier. Aurélie, Jimmy, sur son parcours. Hein, une réaction, Aurélie? Pour avoir touché à tout, il a touché à tout quand même. Mais ouais, c'est très courageux de sa part. Il a exploré plusieurs domaines. Moi, je trouve ça chapeau. Merci. Jimmy? J'ai aussi rêvé de ce moment où on est assis dans un bureau et on regarde par la fenêtre dans une grosse boîte en se disant « c'est bon, ça y est, je suis tranquille ». Et quand il l'a dit, je me suis vu dans ses propos. Hein. Mais je fais le spoil, ça ne s'est pas passé comme ça. Et tant mieux. Jimmy, tu vas nous raconter ton histoire, toi aussi, de contrôleur RATP à chef de projet e-commerce. Commençons par le Jimmy petit. Oh oui, alors, ce qui est bien dans mon histoire, c'est que c'est un mélange de ton histoire et de ton histoire. Parce que du coup, je commençais déjà à faire des sites internet à l'époque où on était avec des modems. Donc Windows Millennium, je connais bien. Et il y a toute cette partie où j'ai du coup fait... ça n'existait pas encore à l'époque, chef de projet e-commerce. Et moi, j'aime bien la mécanique. Donc j'ai passé un bac en électrotechnique, tout ce qui est maintenance des équipements industriels. Je me voyais plus dans ce secteur-là. À l'époque, les PC portables, ça n'existait même pas. Il acheté un ordinateur. Ouais. Voilà quoi. J'ai vu Windows 95 arriver, donc vous savez à peu près quel âge j'ai.
Et tu les fais pas, tu les fais pas. Et du coup, j'ai raté un épisode. Quel âge du coup? Il veut pas le dire, t'as vu? Il veut pas dire. Vous avez vu comme il est coquet? Il veut pas dire son âge. Je le dirai plus tard. Quel âge, combien déjà? Un certain âge. Et du coup, je me suis lancé du coup dans la mécanique et je suis arrivé à la RATP. Bah, attends. Comment ça? Eh bah oui. De la mécanique à la RATP. Ils ont des bus. Oui, mais moi on m'a dit que tu étais contrôleur. Bah oui, mais l'histoire, il faut que je vous la donne en entier ou alors, je fais des raccourcis. On est là pour ça. On est là pour ça, je ne comprenais pas. Il y a des personnes qui vont avoir le même parcours qui vont se dire ah ouais, ça m'intéresse aussi. Donc je vais sauter vraiment vite les étapes, vous inquiétez pas. Non, on a notre temps, regarde, on est tranquille, donc, on est bien. Du coup, électrotechnique, je vais dans la réparation de bus. Forcément, à force de vouloir la réparation de bus, je me lance dans la conduite des bus. Donc je suis passé machiniste, receveur à la RATP. Donc alors attends. Chronologiquement, ouais. tu entres à la RATP comme mécanicien, réparateur de bus, on est d'accord? Exactement. La RATP favorise l'évolution professionnelle. Voilà. Tu as envie de faire autre chose. Voilà. Au bout de combien de temps? Ça a été très vite parce qu'ils étaient en manque de machinistes, comme tout le monde le sait. Donc au bout d'un an... Conducteur de bus. Un an direct, chauffeur, machiniste receveur, donc chauffeur de bus. Donc là, tu passes ton permis avec eux. Permis B, avec le permis bus avec la RATP. D'accord. Je le passe, je réussis. Et du coup, là, je rentre en tant que machiniste. Sur quelle ligne? C'était le 189, ici Val-de-Seine. Très bien, c'est une bonne ligne. Oui, c'était une bonne ligne. Hein, j'ai vu. Ça m'a permis de voir du monde et de connaître un peu les lignes de l'Île-de-France. Après, il y a encore une petite évolution parce qu'à force de conduire, je voyais justement ce fameux radiateur, cette fenêtre, je fantasmais dessus. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se rapproche à la RATP? C'est peut-être agent de station. C'est quoi agent de station? C'est à l'époque où les ordinateurs n'étaient pas tout le temps présents. Ouais. Il y avait des gens qui voulaient, vous voulez un ticket? Hop, on appuie sur le bouton, tenez votre ticket, à votre service, et passez un bon trajet. À l'ancienne. C'est ce que je faisais, à l'ancienne, voilà. Il n'y avait déjà plus le poinçonnage des tickets, mais j'étais déjà là. Ça, c'est Serge Gainsbourg, c'est il y a longtemps. Voilà. Et ça arrive dans ma tête. Je me dis, bon, je les ai vendus, les tickets. On va les contrôler maintenant, les tickets. Parce que attends. Réparateur, en tout cas mécanicien sur bus, 1 an. Chauffeur, combien de temps? Machiniste, on a fait ça 8 ans. Ah, quand même. Donc, parce que tu es allé vite sur machiniste. Oui. Après, en station, combien? En station, ça fait 1 an. 1 an. Et derrière, au contrôle. Au contrôle. Ils sont sympas, la RATP, vous permettent d'évoluer quand même. Alors, c'est clair qu'il faut... c'est toujours la même chose. Quand on n'aime pas quelque chose, quand on veut évoluer, quand on veut changer, il ne faut pas avoir peur ni se dire c'est un autre métier, je n'ai pas forcément les compétences ni les qualités, il faut y aller. Bien sûr. On apprend aussi en formation, mais on apprend aussi sur le tas. Et alors, pourquoi contrôleur? Parce que je les ai vendus, les tickets, et en plus que je les vendais, je les voyais sauter devant moi avec leurs tickets. Je vais, mais ils sont sérieux. Je vous l'ai vendu, le ticket. Vous sautez, monsieur, il faut être sérieux 3 secondes. Donc, je me suis dit, on passe au contrôle. Je vais contrôler les gars qui sautent alors qu'ils ont un ticket. Exactement. Et alors, ça va être un peu bizarroïde, mais c'était une très bonne époque parce que, au-delà du métier qui était dur en lui-même, j'étais basé à Massy-Palaiseau et on avait une très très bonne équipe. Du manager à l'équipe qu'on avait, c'était une tuerie, c'était total. On s'amusait. Bon, on s'amusait parce que le travail est dur, donc avec les collègues, il y avait une bonne ambiance. Et c'est là que le Covid est arrivé. Paf. Bim. Alors là, tu te retrouves à faire quoi? Là, je me retrouve chez moi, parce que du coup, plus personne pour les transports, donc il n'y a plus personne qui fraude. La RATP se rend compte qu'il y a un petit souci dans l'équation. On m'envoie faire des masques pour des opérations masques, mais comme personne sort pour prendre les masques, voilà. Et du coup, dissolution de l'unité. Carrément. Ouais. Donc, mais ponctuel, c'est-à-dire juste le temps. C'est Massy-Palaiseau, mon équipe, l'équipe où j'étais avec mes super directeurs, super tout. Fin de l'histoire. Caput, c'est fini. Restructuration. J'habite en Essonne, on m'envoie dans le 14e. Pour faire quoi? Toujours du contrôle, mais toujours cette fois-ci, c'était... Avant, on était contrôleur multimodal, donc on faisait aussi les bus, le tram, le métro. On allait sur tous les réseaux et subitement, on n'est passé que dans le bus. Donc mes journées se sont très vite passées de ça change toute la journée à tu montes dans un bus, tu descends, tu montes dans un bus, tu descends. Et là, tu as dit stop. Et là, j'ai dit stop. Déjà qu'il y avait le confinement où je me suis déjà posé des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard parce que j'ai eu le temps de réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard?
déjà, là, je fais une parenthèse, retour en arrière, à ce moment-là, j'avais des amis qui m'appelaient en me disant, oui, du coup, ben, moi, tu sais que j'ai ma boutique, mais je vois que tout le monde passe sur du e-commerce, j'ai vu des agences, ça coûte super cher, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Bah, bien sûr, je faisais le site internet, mais je n'avais pas la formation, je n'avais pas le diplôme. C'était un hobby, c'était déjà quelque chose que tu avais en toi, tu l'as dit depuis toujours, tu avais ce truc. Voilà. Ouais. Et du coup, retour de Covid, je rentre au boulot, et là, je me dis, non, j'ai pris plaisir, j'ai pris beaucoup plus de plaisir pendant le confinement, professionnellement parlant, que maintenant, là, comme ça. Tu retournais un peu au charbon, et là, voilà, tu t'es dit stop. J'avais plus le moral, j'ai dit stop. Et là, du coup, je surfe sur Internet, encore une fois, et je tombe sur le site de Transition Pro Île-de-France. C'est vous, parce que tous les trois, c'est ce qui s'est... Enfin, toi, c'était un peu avant, mais tous les deux, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes allés sur Internet, quoi. Ah oui, quand on se pose des questions, on cherche. Moi, c'est... Ah non, toi, c'était... pardon. C'est une collègue qui c'est ta collègue, autant pour moi. Parlé, ouais. Et donc, Jimmy, pardon. Et du coup, je tombe sur un dispositif qu'ils mettent en place. Donc, c'est un dossier de transition professionnelle. Ce qui permet de se lancer dans une nouvelle formation, tout en gardant l'intégralité de son salaire. Donc là, je me dis, ah, ça, c'est super intéressant. Je vais pouvoir faire une formation sans me dire, est-ce que je vais pouvoir payer mes factures? Est-ce que le loyer va pouvoir être payé? Est-ce que je vais pouvoir mettre de l'essence pour bouger dans telle ou telle entreprise quand je vais y aller? Puisque le nerf de la guerre, c'est ça. C'est est-ce qu'en suivant cette formation, est-ce que je risque tout ou pas? J'ai passé un coup de fil à Transition Pro Île-de-France et c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai posé des questions, on est resté, je crois, 1 heure au téléphone. Alors, je ne sais pas s'ils ont des objectifs sur le temps à passer avec les élèves ou les personnes qu'ils appellent au standard. Mais en tout cas, il m'a donné toutes les réponses. Même quand j'avais pas de la question que je n'avais pas encore posée, il m'a donné toutes les réponses que j'avais besoin. J'ai fait mon dossier. Donc forcément, là, je me retrouve encore dans son discours. Quand j'ai annoncé la couleur, bonjour, bonjour, j'ai envie de partir. Comme j'étais un bon élément, ils m'ont dit, t'es sérieux, t'as envie de partir, mais pourquoi faire? Ils n'ont pas forcément été très contents de me voir partir. Et même là, à ce moment-là, j'ai encore dû rappeler Transition Pro parce qu'il a fallu attendre le dernier jour, dernière heure, dernière minute pour que mon dossier soit validé parce que je devais avoir une validation en interne. J'ai appelé Transition Pro en limite en larmes, en stress. Ils vont pas valider, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça va donner? J'étais en panique parce que du coup, il y a une commission qui passe après pour valider. Bien sûr. Et ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas. Ils m'ont fait un petit peu une trame de mail que je devais envoyer. Et j'ai envoyé le mail le lundi matin. Donc j'avais jusqu'à lundi, je crois, midi. Je crois à 11h50, c'était validé. J'étais le plus heureux du monde. J'imagine. J'étais le plus heureux du monde. Et donc la formation, elle a commencé à quel moment après cette obtention du dossier? Ça a commencé 3 mois après. D'accord. Donc j'étais très heureux. Ça a commencé 3 mois après, ça a duré pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, je me posais la question du coup, comme on se l'est tous posé, mais est-ce que je vais pouvoir trouver un boulot? Parce que, ok, je suis contrôleur à la RATP, ce n'est pas le métier dont tout le monde fantasme, mais c'est un CDI. Aujourd'hui, avoir un CDI, c'est très important pour pouvoir, je ne sais pas moi, avoir une sécurité au niveau des banques quand on veut faire un projet de vie. Et là, je me dis, je vais faire une formation, mais est-ce que je vais pouvoir trouver une entreprise derrière? Donc, en faisant ma recherche de stage pour ma formation, ma condition, c'était je fais un stage, mais avec une possibilité d'un CDI derrière. Bien sûr. J'ai cherché. Là, j'ai utilisé les réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo en disant hey, hop, je suis stagiaire, je cherche une entreprise, mais aussi dynamique que moi. Tu l'as fait vraiment comme ça en faisant hey, hop, je suis stagiaire. Oui. J'ai fait cette vidéo que j'ai mise sur LinkedIn. Ça marche bien. Il faut savoir qu'après, il faut aussi s'adapter. On fait une formation. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut juste galérer ou est-ce qu'on veut se donner les moyens? Il faut se donner les moyens et utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux professionnels. Il faut les utiliser pour atteindre ces objectifs. Bien sûr. Et du coup, j'ai réussi à trouver une entreprise. Mais une fois dans l'entreprise, je me suis dit, mais il me manque quelque chose. Je ne peux pas aller jusqu'au bout de mes rêves en étant encore salarié. Jean-Jacques Goldman. Vous voyez, vous avez les rêves. Je vais essayer de mettre des rêves de Aya Nakamura, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Surtout, je ne vais pas les comprendre. Voilà, on est deux. Et du coup, il me manquait quelque chose. J'étais heureux parce que j'avais changé de métier, mais je n'étais pas épanoui. Je pense que vous avez tous saisi la différence, ce que je veux dire.
Et du coup, je me suis dit, allez, on lâche tout, on fait le grand saut, on se lance en freelance. Donc là, je peux vous dire, vous comme Gauthier, finalement. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que je me retrouve dans leur univers, je me retrouve complètement dedans. Ouais. Et là, on se pose la question, parce que lâcher tout, c'est bien, mais du coup, qui va te payer? Parce que le problème de la formation payée, ça, c'était résolu. Mais là, maintenant, tout de suite, tu te lances en freelance. Qui va te payer? Bien sûr. Et là, au bout d'une semaine, pas d'appel, rien du tout. Je suis en panique. Je me dis, ouais, mais il y a le loyer qui arrive. Et subitement, un soir, je vous jure, 20h, je regarde mon téléphone. Le journal? Non, pas cette fois-ci. Je regarde mon téléphone et je vois le téléphone, il sonne. Je me dis, waouh, mon premier client. Mon premier client. Je décroche, je joue le mec hyper pro et tout. Je fais mon premier devis à 750 € en même pas 20 minutes. Je me dis, OK, là, j'ai 50% à peu près de mon salaire de formation. Le lendemain, midi, du coup, la personne qui m'avait appelé la veille, elle avait fait une recommandation. Hop, c'est reparti, redevis 750 €. Et après, là, du coup, j'ai eu des contacts avec par exemple, là, je travaille avec des infirmières pour faire leur site internet. Je travaille aussi avec des coiffeurs pour réaliser leur communication et leur site internet. Et là, du coup, c'est un peu comme toi. Je me retrouve à courir partout en me disant, finalement, ce bureau où tu rêves d'être assis, à regarder par la fenêtre, c'était une belle idée, mais aujourd'hui, tu es en freelance et tu te retrouves à travailler 3 fois plus. C'est une dinguerie. Et tu n'aurais jamais cru que tu serais en freelance un jour? Je n'y avais absolument pas pensé. C'est pas quelque chose qui vient à l'idée parce que se lancer en freelance, la deuxième semaine, le téléphone, il a sonné. Mais la troisième semaine, il n'a pas sonné, je vous rassure, ça n'était pas comme ça tous les jours non plus. C'est en statut de micro-entreprise? Voilà. Ouais, c'est simple, comme ça. C'est vraiment, si vous voulez vous lancer en freelance. C'est très simple. Il n'y a rien de plus simple, Jimmy. Voilà. On n'a pas besoin de comptabilité, on n'a pas besoin. Enfin, on peut tout faire tout seul, sincèrement. Il faut être juste organisé. Exactement, ouais. Il y a aussi la possibilité de faire du portage salarial. Aussi, oui. Ouais. Aussi. C'est vrai. Et c'est arrivé à ce moment-là, une fois qu'on a pris la décision de se dire, au fond, je savais que c'est ça que je voulais pour moi, qu'on a tout compris. C'est bon, on a eu le stress de est-ce que ça vaut le coup de faire la formation, est-ce que je vais perdre mon CDI, est-ce que j'aurai mon salaire, ça on l'a déjà nexté. Après il faut foncer, il faut plus se dire je risque ma vie. Tous les jours on joue au rôle de la vie. Là maintenant je me lève le matin et je peux vous dire que je sais pourquoi je me lève. Je sais quand je parle à un client, il y a personne qui va me brider. J'expose mon projet de A à Z au client, en partant de sa création, de sa communication en ligne, hors ligne. Du coup, quand il y a des personnes qui font des maquettes qui ne fonctionnent pas, je m'arrange pour qu'elles fonctionnent. Quand on arrive avec des serveurs qui tombent en rade, je sais que je dois appeler certaines personnes pour les remettre en service. Et là, du coup, on se retrouve, par exemple, à réseauter. Et du coup, on ne fait plus appel à des grandes sociétés, mais on sait qu'on peut faire appel à des personnes qui ont fait une formation, et une formation de qualité, et on sait qu'on peut compter sur eux parce qu'ils ont la même expérience que nous, et ils savent le degré d'implication et le travail qui doit être bien fait, et le travail accompli pour que le client soit heureux et content. Et comme même question pour Aurélie et Gauthier, est-ce que tu penses que tout seul, tu serais arrivé à te lancer comme ça? Si tu n'avais pas eu une aide, un guide, un accompagnant, tu aurais pu réussir cette reconversion? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas que j'aurais pu... Honnêtement, c'est pas pour faire l'article, non. Mais pour être très honnête. C'est pas pour faire de la pub ni pour vendre du rêve. J'avais déjà fait mon dossier une première fois. Sauf que j'avais pas osé téléphoner. En plus, à l'époque, c'était une AGCIF. Donc, c'était pas du tout transition. J'ai pas téléphoné. J'ai envoyé le courrier. C'était juste avant le Covid. Le courrier m'est revenu. Ouais. Je me suis dit, c'est bon, je laisse tomber. Mais après, je me suis dit, j'y vais, je me lance. Et le simple fait d'avoir un interlocuteur derrière qui explique justement comment on monte le dossier, avant même de le faire, j'avais déjà la liste de tous les documents. Ça veut dire que quand je suis arrivé pour monter le dossier, j'avais déjà tous mes documents prêts parce que j'avais eu ce conseiller au téléphone qui a su prendre le temps. Bien sûr. Ça a peut-être duré qu'1 heure, mais ça a changé radicalement toute ma vie. C'est ça le truc. Ouais. Et là, aujourd'hui, je suis bien content. T'es bien? Ah bah oui. T'as quel âge maintenant? J'en ai 33. Yes. Je t'ai piégé. Et à 33 ans,
tu fais ce que tu aimes maintenant. Je fais ce que j'aime et surtout j'ai la liberté. Vous savez, quand on est en entreprise, il y a toujours, comme tu l'expliquais dans ta démarche professionnelle, il y a toujours ces phénomènes de couvercle où on doit parler, mais il faut que la communication soit lissée, soit bien cadrée et on ne peut pas expliquer vraiment ce que l'on aimerait dire, ce qui pourrait être aussi très intéressant pour la boîte dans laquelle on travaille, mais on ne peut pas. Ouais. Aujourd'hui, j'arrive, quand je fais une maquette de site internet, je présente mon projet de A à Z. Il n'y a personne qui me dit, avant même que les clients aient vu quoi que ce soit, ah non, j'aime pas. J'arrive et je peux défendre mes choix, mes positions, expliquer pourquoi on a mis tel ou tel bouton, expliquer pourquoi on ne va pas communiquer sur ce canal-là, mais utiliser ce canal-là en fonction. Vous voyez, j'ai beaucoup plus de liberté et du coup, on se sent plus épanoui quand on peut parler librement. Dans ta vie personnelle, dépassons ensemble le cadre pro, justement. Maintenant, qu'est-ce que ça a changé pour vous trois d'enfin trouver ce dans quoi vous êtes heureux et épanoui? Quelles ont été les conséquences concrètes sur ta vie perso, Jimmy? Les conséquences, déjà, c'est que en tant que contrôleur, je travaillais déjà la nuit. Donc, je pouvais passer peut-être 6 mois à travailler la nuit et en face de moi, on travaillait le jour. Donc, je voyais personne. Pourtant, j'étais en couple, mais un couple solitaire. Là, maintenant, non. Je connais les joies du télétravail. Donc, on travaille côte à côte, on se réveille, on est entre guillemets happy. Et c'est cette facilité aussi de ne plus être triste. Et à un moment donné, quand on n'a plus envie de faire un boulot, que l'on veuille ou non, on a une forme de tristesse qui émane de soi. Ouais. Là, maintenant, je me réveille, j'ai une motivation qui est contagieuse. Je me dis, allez, tout le monde debout, parce que moi, déjà, je travaille, donc toi, tu vas te lever, il est hors de question que tu dormes. Et non, mais c'est vrai. Et là, je dis, mais regarde, j'ai fait, toi, tu es salarié, moi, tu as vu, si je ne bosse pas, le loyer ne va pas être payé. Et du coup, moi, je trouve que je suis beaucoup plus serein maintenant qu'avant. C'est ce gros changement que j'ai remarqué. La sérénité, le côté joyeux, heureux. Aurélie, toi, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu as eu un moment, tu es passé par des moments difficiles, des moments de tristesse profonde liés à l'ennui de ton travail que tu subissais. Et donc, j'imagine que ça t'a changé la vie d'être plus épanoui dans ton travail. Oui, et d'autant plus que, en fait, je croise tout le temps du monde dans mon travail, que ce soit au téléphone ou même en face à face. Et c'est pas pour des réclamations, c'est juste une panne informatique, mais c'est pas la même ambiance, quoi. Et quand je vois que l'utilisateur il m'envoie un mail en me disant purée Aurélie, t'es trop forte, j'y aurais jamais pensé. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui commencent leur mail par purée. Oui, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière, en fait. J'ai envoyé une solution par mail et puis l'utilisateur l'a suivi. Et, bon, c'était tout bête, mais en fait, il était très content et ça fait plaisir, quoi, d'avoir des retours comme ça. C'est gratifiant. Puis, voilà, tout à fait. Puis c'est pas une relation où en fait on se sent redevable. Par exemple, la société a fait une erreur. Comme Center Parcs Pré-Vacances, ils vendent des prestations, ça se passe pas bien. Bon, là, non, c'est différent, quoi. Ouais. Et en fait, on est là pour aider l'utilisateur. Et derrière, ça se passe beaucoup mieux, quoi. Et donc, dans ta vie à toi, dans ta vie de tous les jours, ça a changé quoi ? Déjà, je trouve que j'ai plus de facilité à parler en public par rapport à avant. Là, c'est très bien, là. Ah oui, non, mais avant, c'était vraiment... j'aurais pas pu parler en public avec autant de monde. Ce n'était pas possible. J'étais trop timide, trop timorée, et bon, voilà. T'as vu, c'est agréable. Ouais, non, ça se passe très bien. Et quoi d'autre ? Aussi une meilleure qualité de vie, je trouve, au niveau financier. C'est... Oui. Jimmy le fait. Oh oui. C'est-à-dire qu'à la RATP, je ne sais pas quel était ton salaire, mais là, tu gagnes mieux ta vie, clairement. À la RATP, j'étais bien payé. Mais là, oui, puisque du coup, c'est moi qui fixe mes tarifs. Donc, en fonction du jour du mois, non, plus sérieusement, j'ai ma grille tarifaire. Ouais. Mais du coup, je sais quand est-ce que je vais aller chercher le client, quand je sais que je dois mettre les bouchées doubles, je sais quand le faire. Ouais. Alors, pour vous, ici présents, vous aurez une ristourne de 20%, si vous allez voir Jimmy. 5%. 5%, pardon. J'ai essayé de négocier pour lui. Gauthier, toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Moi,
Comme je vivais de nuit avant, c'est tout simplement retrouver une vie sociale. Ouais. Ouais, ça fait énormément. Parce que ne serait-ce que, enfin, je veux dire, faire les activités de sport, aller, enfin, ne serait-ce qu'au théâtre ou au cinéma ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, quand vous travaillez de nuit, en fait, tout ça, ça n'existe pas. Les anniversaires et tout ça aussi. Oui, les anniversaires, etc. Ouais, non, c'est, enfin, je veux dire, d'aller voir les potes le week-end quand quand on a son week-end, le jeudi, vendredi. Bah non, en fait, pareil, ça se fait pas. Donc en fait, vraiment retrouver un lien social, ça fait un bien fou. Et autour de vous, ils sont plus heureux aussi? Oh oui. Bah, oui, parce que du coup, je n'arrive plus avec mes histoires de personnes qui a sauté le tripode. Le fameux tripode. Je me retrouve plus parce que des fois, bah, c'était un métier assez compliqué. Il y a des fois où je terminais au commissariat pour un dépôt de plainte. Donc du coup, il y avait ce stress-là. Ouais. Parce que du coup, pendant tout le laps de temps, je ne peux pas utiliser mon téléphone. Donc il y a ces paniques à bord. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je ne suis pas bien? Là, du coup, il n'y a plus de stress. À moins que l'ordinateur prenne feu. Tout va bien là. Bon, chers amis, merci beaucoup pour vos témoignages. On va continuer à échanger ensemble. Vous qui êtes là, vous voyez, ces chemins de vie sont assez inspirants, même très inspirants. Je pense que le mot qui en ressort, c'est foncer. Mais vous avez peut-être des questions pour Gauthier, pour Jimmy, pour Aurélie. Partie questions-réponses. Il y a un micro qui va se balader parmi vous. N'hésitez pas. Allez, venez, on est ensemble. Posez vos questions à nos témoins du jour. Qui veut poser une question? Osez, foncez. Personne ne veut poser de questions pour l'instant, mais il faut qu'il y ait le premier ou la première. Voilà, merci monsieur. Une fois qu'on est lancé, ça sera parti. Allez-y. C'est ouvert, il n'y a pas de problème. Vous touchez à rien. Allô? Ouais, c'est bien. Oui. Je voulais poser une question à propos de Transition Pro. Quand vous avez contacté, combien de temps il y a eu entre le coup de téléphone et le premier jour de la formation? Alors, vous allez répondre tous les trois pour qu'on ait trois exemples représentatifs peut-être. Jimmy, vas-y, tu t'es lancé. Franchement, il s'est passé en gros 4 mois, je dirais, entre le premier contact et le début de la formation. Voilà. Ouais, c'est ça, 4-5 mois. Ouais. 4-5. Je pense aussi, d'après mes souvenirs, je sais que la rentrée c'était en septembre et j'avais commencé les démarches en février-mars. D'accord. Après, n'oubliez pas que du coup, ça dépend aussi de la date de début de votre formation et que si vous regardez bien la date, après vous faites un petit planning, comme ça vous savez à quel moment vous pouvez demander à votre employeur, vous organiser et du coup, ça vous facilite la tâche après. Vous en êtes où? Vous faites quoi alors? Dites-nous tout. Moi, je suis ingénieur d'études en fibre optique, en FTTH. Je fais du déploiement en fibre optique. Très et bien. C'est vrai que je suis salarié, je suis dans un petit bureau et je suis un petit maillon de l'échelle. Et c'est vrai. Vous voulez autre chose? Et c'est vrai, oui, voilà, que je me rends compte après 10 ans que j'ai envie de faire autre chose. Est-ce que vous savez quoi ou pas encore? J'ai des petites voix en fait, mais à la sortie de l'université, je faisais du théâtre d'impro, mais un petit peu, j'ai vu aussi que dans ce chemin-là, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, mais bon. Après, mais voilà, j'avoue, je cherche encore ma voie, le métier. Et j'ai des pistes de réflexion. Alors en parallèle de ça, en fait, c'est effectivement il y a Transition Pro qui s'occupe de vous faire la formation. Mais par contre, on vous conseille c'est très conseillé, c'est même demandé dans le cadre de Transition Pro de passer par un conseiller CEP. Et justement, où ils vont pouvoir vous expliquer tout ce qui est les formations qui existent, etc. par rapport à vos goûts et reprendre tout votre CV. Voir, après, quand vous savez déjà ce que vous voulez faire, devoir voir un conseiller CEP, vous vous dites c'est juste pour retaper mon CV, je m'en fous. Mais par contre, effectivement, pour les cas où on ne sait pas trop quelle voie prendre, effectivement, un conseiller CEP, ça fait énormément de bien et ils sont super compétents. Il y a eu une table ronde ce matin, mais vous n'étiez pas là, sur justement le CEP, qui est un dispositif gratuit, confidentiel, pour tous, pour tout le monde, tout le monde. Que vous soyez salarié, demandeur d'emploi ou pas, c'est très simple ce CEP. Oui, je me permets de prendre le micro. Bien sûr.
Présente-toi quand même. Jamila, je suis responsable chez Transition Pro Île-de-France sur la partie accueil, information et instruction. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez et ce que vous disiez aussi sur le CEP, dans le cadre de l'accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle, c'est hyper important de bien travailler son projet. Dans votre cas, vous n'avez pas d'idée précise. Donc c'est d'autant plus important d'avoir cet accompagnement. Et accessoirement, dans la demande de prise en charge, lorsque vous déposez le dossier, il y a une liste de priorités, des critères de priorité, et de bénéficier d'un accompagnement du CEP, ça donne un point de priorité. Ouais. Voilà. Donc dans l'ordre des choses, peut-être effectivement, quand on est encore dans le flou, il est sans doute très intéressant de commencer par la démarche CEP, peut-être, pour essayer d'éclaircir les choses, pour ensuite passer au dépôt de dossier, enfin voilà, tout le process. Je t'en prie. Souvent, les gens disent oui, mais je ne vais pas aller voir le CEP parce que je ne sais pas trop quoi faire. Au contraire. Ben non, justement. Ou, je peux très bien avoir 2-3 idées de projet. Ça va venir me conforter dans le choix. Ou à l'inverse, de simplement identifier le domaine vers lequel je veux m'orienter ou le secteur d'activité sans avoir identifié le métier. Pareil, c'est cet accompagnement, cette aide à l'élaboration de projet et la mise en place de plans d'action qui fera qu'avec l'accompagnement du CEP, on ira vers le projet final. Ouais. Donc vous êtes au début du chemin, mais c'est intéressant. Oui, justement. J'avais déjà en fait fait la démarche il y a 2-3 ans avec l'APEC. Avec l'APEC. Pour les cadres, donc. Oui, voilà, pour les cadres. Mais j'avais malheureusement eu une personne qui m'avait dit non, continuez. Les autres chemins vont être un petit peu... vous a dissuadé, cette personne. Voilà, la reconversion est vraiment difficile. Il faut repartir de zéro. En plus, là, vous êtes cadre et l'autre côté, si vous vous reconvertissez, ce sera vraiment compliqué. Vous allez repartir de zéro. Ouais. Et j'avoue, c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, j'avais eu peur. Mais maintenant, j'ai eu des conseils aussi d'autres amis qui m'ont dit « Non, André, vraiment, tu as l'air vraiment de t'emmerder. » Non, mais au final, c'est reculer pour mieux sauter. Hein. Voilà, c'est ça. Mais vous avez le droit, ce qui est important, c'est que vous avez le droit de refaire appel à un CEP, bien évidemment. Il se peut que vous ne soyez pas tombé sur la bonne personne, entre guillemets. Le facteur humain peut avoir une incidence. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. Si vous, au fond de vous, vous savez, comme eux, ils le savaient, qu'il faut changer, voilà. Juste hier, à cette même table ronde, toutes les personnes qui étaient invitées, elles disaient toutes que le feeling avec le conseiller qui les avait accompagnés était hyper important. Voilà. Donc, c'est pas passé avec lui, peut-être avec l'autre, ça passera. Gauthier, tu voulais dire ? Oui, alors par rapport à justement, c'est quand on ne sait pas trop quel métier faire, etc., un conseil que je pourrais donner, c'est d'aller chercher les gens aussi qui sont sur LinkedIn. Parce que sinon, on pourrait regarder les fiches métiers qui existent un peu partout sur Internet. En fait, d'aller chercher une personne sur LinkedIn et dire bonjour, en fait, j'ai vu que vous étiez data scientist, SEO, etc. Et de dire en fait, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre métier ? Après, en plus, ça va servir pour la constitution de votre dossier, de dire est-ce que vous êtes bien regardé sur le métier que vous voulez faire ? Et en fait, les gens sont toujours heureux de parler de leur métier et de dire en fait, effectivement, par rapport au terrain, ça, effectivement, par rapport à la fiche métier, ça existe bien. Ça, par contre, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas où ils ont inventé ce truc-là. Et par contre, effectivement, le truc un peu plus technique derrière, c'est ça se passe comme ça. Moi, par exemple, en tant que data scientist, c'est par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Je m'étais dit, mais ouais, je vais faire ça toute la journée. Machin, techniquement, déjà, les gens se ramènent avec leur base de données, il faut déjà la nettoyer. C'est une réalité du métier. Et aller demander justement la réalité du métier à des gens random que vous allez trouver sur LinkedIn, tout ça, ça peut déjà vous donner envie ou au moins pouvoir vous dissuader ou vous donner envie de faire tel ou tel métier et au moins faire de bons choix. Le terme random est un terme de data scientist. Jimmy. Et en plus, il y a la possibilité aussi, quand vous parlez avec des personnes sur LinkedIn, de réaliser des journées d'immersion dans l'entreprise. Je sais qu'avant, je voyais plein de personnes arriver. Ça permet de se confronter à la réalité du terrain
et des fois de chercher sa spécialisation. Je prends mon cas, chef de projet, vous tapez ça sur LinkedIn, vous avez 1 milliard de chefs de projet. Après, quand vous avez une spécialisation, là, ça vous permet justement de rentrer dans un secteur de niche. Et du coup, après, même si vous n'avez peut-être pas le diplôme, mais une certification, comme il le disait au début, ben, vous n'allez peut-être pas rentrer dans une grosse entreprise tout de suite. Vous allez rentrer peut-être dans une TPE, PME en tant que cadre. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément de grands risques. Mais vous savez déjà exactement où vous mettez les pieds grâce à une journée d'immersion. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si vous n'êtes pas heureux dans votre travail, vous avez la chance en France d'avoir des aides, des accompagnements qui vont vous permettre de vous épanouir. Et qu'il ne faut pas rester comme ça. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? D'autres questions? Madame, allez-y. N'hésitez pas, on est entre nous, on a encore une dizaine de minutes avec nos 3 témoins. Bonjour, et puis merci pour vos retours. Au témoignage. En fait, moi, c'était plus par rapport à l'accompagnement. En fait, est-ce que vous avez bénéficié des outils qui sont mis à disposition par Transition Pro, notamment les ateliers pour préparer votre dossier, en fait, tout ce qui est la rédaction de l'aide de motivation, tout ça. Alors, concrètement, quels outils vous avez pu utiliser grâce à Transition Pro ou FONGESIF? Moi, c'était surtout leur site internet, de ce que je me rappelle. Et en fait, il y avait aussi la réunion obligatoire, où là, quand j'étais venue, j'avais déjà préparé ma lettre de motivation. Mais quand j'ai assisté à cette réunion, je me suis dit, ah non, ma lettre de motivation, en fait, ça ne va pas du tout. Donc, ils m'ont donné plein de conseils, et ça m'a été formateur. Donc, j'ai refait ma lettre et pour que ce soit accepté. Quels outils, quelles aides concrètes vous ont le plus plu, le plus été utile? Comme je l'ai dit, c'est vraiment l'appel au conseiller. C'est comme à l'émission à la télé, hein, l'appel à un ami. Franchement, ils sont de très bons conseils parce que même si leur site internet il est très bien fait, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un au téléphone et ils prennent le temps d'écouter. Donc ça veut dire que même si vous avez une question bien précise, des fois ils me disaient envoyez-la sur votre espace candidat. Et du coup, après, ça leur permettait d'aller chercher la réponse. Et ils me répondaient. Le temps de réponse, j'avais la réponse dans la matinée, dans la foulée. Donc, je pense que c'est pas forcément un atelier, mais c'est cet espace de communication qui a été très utile. Voilà. Mais je t'en prie, attends, on est entre nous. Mais viens sur scène, viens. Non, viens sur scène. Viens sur scène, s'il te plaît. On l'applaudit, on l'encourage sur scène. Jamila, voilà. Non, je me permets juste de rebondir sur votre question. Je ne sais pas à quel moment vous avez déposé votre dossier, à quel moment vous avez fait votre projet de transition professionnelle. C'est qu'on a mis en place une nouvelle offre de service qui est assez récente en termes d'accompagnement pour la lettre de présentation de motivation de projet et la constitution du dossier en ligne. J'ai plus la date exactement. En tout cas, c'est assez récent. Et moi, le conseil effectivement que j'ai à vous donner là-dessus, c'est toujours bon à prendre. Vous disiez tout à l'heure que finalement, je suis allée à cette réunion, puis quand je suis repartie, je me suis rendu compte que la lettre, il fallait que je la refasse. Parce que vous avez des clés, des outils. Et pour la constitution du dossier en ligne, c'est pareil. Il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles il faut passer, que ce soit sur votre partie, ensuite on vous explique celle de votre employeur, et ensuite celle de l'organisme de formation. Donc, oui, je fais du commerce et de la promotion. Venez rencontrer nos équipes pour participer à ces ateliers-là, parce que vous en ressortirez forcément avec des éléments. Voilà. Et là, je vais sortir. Non, tu restes. Okay. Il peut y avoir d'autres questions. Par contre, il va falloir qu'on prête un autre micro. On va récupérer celui-là en attendant. S'il y a d'autres questions. Par contre, c'est juste ce que je voulais dire. Je t'en prie, Gauthier, vas-y. Le dossier il est quand même assez long. Mais par contre, en fait, c'est ce qui permet de faire, au final, chaque point. Ça permet en fait de se rentrer dans la démarche, de savoir dans quoi on s'embarque. Et attendez, on va vous équiper, madame, pour que tout le monde puisse vous entendre. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le dossier peut se faire en ligne. Donc, une fois qu'on a rempli toutes les parties, et une fois qu'on a déposé son dossier, il est reçu il est transmis à un conseiller de transition pro. Il va où ce dossier? Voilà. Mais alors, d'après ce que j'ai compris, c'est un conseiller de transition pro qui le prend en charge.
Est-ce qu'on est après accompagné aussi par ce conseiller pro, par exemple, s'il manque des documents ou s'il a besoin d'informations complémentaires? Comment ça se passe? Il passe entre les mains de plusieurs personnes. La première personne, c'est la personne qui va vérifier la conformité des pièces, la complétude des pièces, la recevabilité de votre projet. Et effectivement, ça peut arriver, soit qu'il y ait des choses qui ne soient pas conformes ou des manques. À ce moment-là, vous êtes recontacté via votre espace personnel ou via un appel. Une fois qu'il est complet, il passe entre les mains encore d'une autre personne qui va, ce qu'on appelle chiffrer votre dossier, préparer votre dossier pour qu'on puisse avoir le coût de ce dossier. Il sera ensuite analysé par un chargé d'analyse. Et là, c'est toute l'importance de la lettre dans laquelle vous allez présenter et motiver votre projet. Puisque derrière, il va y avoir les critères de priorité, il va y avoir les différents points que votre dossier aura. Et enfin, il sera présenté en commission. Vous ne serez pas présente en commission. Il sera présenté par un chargé d'analyse. La commission prendra sa décision au regard du budget, au regard de la cohérence, la pertinence du projet. Et cette réponse, vous l'aurez via l'espace personnel. Jimmy, en moyenne, un mois avant le début de la formation. Jimmy voulait réagir. Oui, je voulais réagir parce que sur le site, justement, il y a toutes les étapes qui sont bien expliquées. Et justement, voir le CEP, ça fait gagner un petit point. Voir, par exemple, comment on appelle ça, une personne dans une entreprise qui peut vous faire une lettre, ça vous fait un petit point aussi. C'est pour ça qu'il est très important, avant même de constituer le dossier, de bien regarder toutes les pièces qu'on va nous demander. Après, moi, je sais que je vais être trop lax avec ça, mais passer un appel, comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain. Et quand vous allez envoyer votre dossier, franchement, comme moi, j'ai envoyé mon dossier sur la plateforme en ligne, je ne dis pas que j'étais sûr que ça allait être accepté, mais je savais que j'avais fait toutes les étapes qu'ils m'avaient demandées. Ouais. Et donc, du coup, j'étais beaucoup plus serein que de personnes que je connais qui ont envoyé leur dossier, mais ils s'étaient dit « Oh, je ne vais pas aller en entreprise déranger quelqu'un. Le CEP, c'est bon, c'est encore un rendez-vous, ça va me prendre 1 heure. » Et au final, mon dossier, lui, il est passé et l'autre, il n'est pas passé. Vous voyez ? Vous avez compris que Jimmy, pour mettre toutes les chances de son côté, entre le 50-50 et l'appel à un ami, il choisit l'appel à un ami. Hein, on est d'accord. Une dernière question. On a encore 3 minutes, si vous le voulez. Une dernière question. Pardon, allez-y. Bonjour. Pour le CEP, on passe par qui, en fait? Par quel établissement? Comment ça se passe? Alors, il y a 5 opérateurs du conseil en évolution professionnelle. C'est ça. On va voir si j'ai fait mes devoirs. Je surveille. Le Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, les missions locales pour les jeunes, le Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, Groupement Évolution pour les salariés et la PEC pour les cadres. Les salariés, pour Groupement Évolution, c'est aussi les indépendants. Et ça marche aussi, c'est transversal en fait. Mais vous avez effectivement 5 opérateurs. Ils sont au premier étage, vous pouvez les rencontrer. Donc, quand on est 4, c'est la PEC en fait. Ah bah, très bien, c'est ça. Et ils sont aussi au premier étage, la PEC. Exactement. Ils sont présents et d'ailleurs, sur ce point précis, vous avez sur le site de Transition Pro IDF, vous avez sur le site internet un récapitulatif, un graphique avec justement l'opérateur qui correspond à votre profil, en fonction de qui vous êtes, demandeur d'emploi. Par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi en situation de handicap, vous pouvez aussi bien vous adresser à Pôle emploi qu'à Cap emploi. Mais en tout cas, toutes les infos sont dispo sur le site. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudisse Gauthier, Jimmy et Aurélie. En espérant que ça vous ait inspiré, que ça vous ait donné envie, que ça vous ait apporté des éléments de réponse et que vous aussi, vous ayez envie de franchir le pas, de foncer, de continuer, de ne pas lâcher l'affaire. Si vous ne vous sentez pas heureux dans votre travail, il y a des possibilités d'évolution, de changement dans votre vie professionnelle et ça aura forcément un impact sur votre vie personnelle. Merci à tous d'avoir été là. Dans un instant, il y aura une table ronde à 15h30, comment transformer une reconversion pro en opportunité de réussite entrepreneuriale. On en a qui se sont lancés dans leur micro-entreprise. Ce thème sera abordé dans quelques minutes par Expression de France. Merci à tous. On les applaudit. Merci.